mardi 3 septembre, la plupart des gamins ont repris l'école, les gens le boulot. Moi, je suis toujours là. Je pensais faire ça à l'extérieur, mais il y a la municipalité qui tombe. Et puis, il y a beaucoup de monde là qui discute. Les retraités, etc., etc. Je viens vous parler, tout au moins pour l'instant, du roman de Nicolas Garma-Berman, L'épaisseur de l'aube, chez Roman Belfond. Moi, j'ai beaucoup aimé ce titre, j'ai beaucoup aimé ce livre, l'écriture, les thèmes abordés, les personnages, la mélancolie qui en découle, l'absence, le deuil, la fuite en avant, la culpabilité, la colère aussi, surtout. Et puis les mots que l'on tait. Nicolas Garma-Berman nous raconte ici l'histoire de deux frères, Ness, David, et Roy. Roy a appelé son frère David Ness parce qu'il était toujours dans l'eau, dans les eaux d'Écosse. Il ramassait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est en référence au monstre du Loch Ness. Donc, et ce nom est resté. L'épaisseur de l'aube, c'est l'histoire de ces deux frères. Roy avait 10 ans, David 5 ans, c'est l'Écosse, la brume, le froid, la peau glacée, les embruns, c'est deux gamins d'Édimbourg, fils de Kenneth, qui travaillait le bois, qui travaillait les bateaux, et fils d'Isla, qui elle était une fille des terres de légende, qui raconte ces terres et les terres balayées par la pluie et le vent. C'est une famille comme les autres, sauf que un jour de tempête, le drame arrive. La fuite en avant de Kenneth et ses garçons. Kenneth décide de tout quitter, de quitter l'Écosse, de partir vivre en Suisse. Il quitte les brumes, l'air marin de l'Écosse pour venir en Suisse, la montagne et le lac. Moi, c'est la narration ici alterne entre Roy et Ness. On sent que ces deux frères ont une colère en eux, une colère qui les mange différemment. Et puis, Ness raconte sa vie de journaliste, il raconte son frère, il raconte que ces moments de bonheur, c'est avec la fille de Roy qui s'appelle Emily. Emily qui est flamboyante, qui est qui se pose plein de questions, qui est intelligente, qui s'invente des histoires. Et c'est une petite fille en fait qui a bien compris le fonctionnement des deux frères, qui a bien compris le fonctionnement de son père et sa mère, donc de Roy et de Kelsey. C'est une petite fille qui recèle plein de trésors en elle. J'ai trouvé ça très émouvant, très impactant. Roy est guitariste, il a le tempo, le rythme, la musique est omniprésente. Elle raconte la vie, il suffit de tendre l'oreille et chacun a sa petite musique en lui. Sauf que Roy a toujours cette colère. Il a les yeux sombres d'Écosse, du lac d'Écosse. Mais il ne dit rien, il ordonne, il protège, il se tait. Il ne raconte pas sa vie, il ne laisse pas les mots s'envoler parce qu'il veut les garder en lui. Et puis, un drame. Un drame qui fait que les deux frères vont se retrouver avec leur fantôme perdu là au fond de leur cœur. Et ils doivent crever l'abcès, ils doivent dire les rancœurs, ils doivent dire les blessures et les peurs, les souvenirs qui affluent, et puis le botti et l'Écosse. Il y a une part d'eux-mêmes toujours en Écosse, sur les terres d'Isla. Nicolas Garma-Berman, pardon, excusez-moi, il nous décrit avec justesse le poids de l'absence, de la vérité, qui tue, la solitude qui accompagne une vie, puis les mots qui n'existent plus. L'un répondant à l'autre, la souffrance qui tenaille,
Malgré tout, ils s'aiment. C'est Nicolas Garma Berman raconte l'histoire de ces deux frères qui se sont protégés, qui se sont inventés une vie, qui ont oublié leur enfance meurtrie. Il y a un pont qui se forme entre l'Écosse et la Suisse. Il y a l'humidité des montagnes, il y a le creux des montagnes, il y a la cheminée qui réchauffe, et puis il y a surtout le temps qu'il faut laisser venir pour réapprendre à se parler, laisser le poids s'envoler et les fantômes prendre le large. C'est un roman qui est intense, qui est déchirant. C'est un roman au regard feutré sur les liens qui unissent à jamais, sur les images perdues et puis les présences évaporées. J'ai beaucoup adoré la plume de l'auteur. Moi, c'est mon premier et c'est une réussite. Donc, Nicolas Garma Berman, c'est chez Robert Laffont et je dis des bêtises, hein. C'est chez Belfond et c'est L'épaisseur de l'aube. Je vais vous parler d'un graphique, La fille du puisatier. Il est sorti. Il est sorti là en août. C'est chez Grand Angle. C'est Marcel Pagnol. C'est en partenariat avec France Bleu. Il y avait aussi les autres qui sont sortis. Moi j'ai César. Mais il y a la trilogie marseillaise, Marius, Fanny. Ici, La fille du puisatier. Ben, allez, on a tous vu, enfin tous vu, non. Peut-être pas les moins de 20 ans. Peut-être pas les moins de 30 ans. La fille du puisatier, c'est l'histoire de Patricia. Patricia qui vivait sur Paris parce que c'est la fille de Pascal Amoretti. Et Pascal Amoretti a eu 6 filles. Patricia a été élevée par sa tante sur Paris. Elle revient aider son père. On est en 1939. C'est la fille aînée. C'est la fille aînée de Pascal Amoretti qui va rencontrer Jacques Mazel. Jacques Mazel, c'est le fils de notables du village. Ils ne font pas partie de la même classe sociale. C'est un garçon qui va tomber sous le charme de Patricia, et c'est aussi Patricia qui va tomber sous le charme de Jacques. Ils vont se rencontrer. Bon, ben, bien sûr, on est dans une BD et c'est nettement plus court que le livre ou que le film. Ils vont se rencontrer et ils vont s'aimer. Sauf que nous sommes en 1939 et Jacques va être rappelé. Il est aviateur. Il charge donc sa mère de dire à Patricia qu'il est parti, mais qu'il pense à elle et qu'il reviendra. Mais la belle Patricia n'aura jamais ses lettres. Parce que la mère de Jacques estime qu'elle est trop pauvre pour mériter son fils. Donc on sent qu'il y a... Moi, elle m'a escagassée. Elle m'a embêtée, elle m'a agacée. C'est une jeune femme qui va être aussi... Donc, qui ne va plus revoir Jacques. Et Jacques va être déclaré disparu, mort, abattu. Elle va être envoyée chez sa tante, chez la sœur de Pascal Amoretti. Son père lui tourne le dos. Il est déçu parce que Patricia apprend qu'elle est enceinte. Donc pour éviter que les commerces se mettent en place, que les langues de vipères disent des méchancetés, son père lui somme de partir et puis lui tourne le dos. Il marronne seul dans son coin. Et Patricia a beaucoup de peine, sa peine est double, elle perd un amour et elle perd un père. Et parce que en ces temps-là, être mère célibataire est très mal considéré. Sauf que les parents de Jacques apprennent qu'elle a eu un garçon. Je vous laisse, vous avez
le film dans la tête ou le livre dans la tête. Si vous n'avez pas, que vous ayez lu l'un et que vous ayez vu l'autre, je vous conseille de le lire. Moi, je le trouve bien fait. Je trouve que c'est bien amené. Je trouve que c'est lumineux. Je trouve qu'il y a... Je trouve que c'est lumineux. Je trouve les personnages au très fin, bien dessinés. Il y a aussi de l'humour. Et puis, il y a aussi la vérité. Et puis, c'est la Provence. Et avec tout ce qu'elle recèle comme la fierté, l'honneur et c'est un livre qu'il faut lire. Moi, j'ai senti la chaleur du sud, écouter les cigales, les pins parasols qui me protégeaient du soleil, l'odeur de la garrigue, et puis l'accent qui réchauffe. Moi, j'entendais au-dessus de tout ça la voix de Fernandel et de Marcel Pagnol. On est spectateur d'un amour naissant et puis la dureté des mentalités et de l'éternelle lutte des classes. Moi ici j'ai vu le cœur brisé d'un père, le cœur brisé d'une fille et puis la méchanceté de ceux qui ont l'argent. Donc voilà, c'est un livre à lire. La fille du Puisace, je suis trop près, je suis trop près de vous, je vais reculer. La fille du Puisace, Marcel Pagnol. Il a été écrit par Eric Stoffel et le graphique est de Emilio van der Zuyden. C'est une série qui a été écrite en partenariat avec France Bleu et il y a déjà eu quelques livres qui ont été déjà édités. Je vous laisse voir. C'est l'œuvre de Pagnol. Elle est sans âge. On peut la lire à tout âge. On peut. C'est une œuvre qui marque et c'est une œuvre qui restera. Donc lisez-le. C'est hyper intéressant et c'est très beau. La fille du Puisace, c'est celle qui est sortie là au mois d'août. Le déluge, je vous en parlerai tout à l'heure parce que là, j'ai quelque chose à régler. Je vous parle de Au cœur des terres oubliées. C'est un graphique, il n'est pas sorti là pour la rentrée littéraire, mais il est sorti dans l'année. J'ai aimé l'histoire, mais je suis pas fan forcément du graphisme. Alors c'est des contes d'ailleurs, c'est roumain si mes souvenirs sont bons. C'est tiré de... Oui, c'est roumain. C'est Petre Ispirescu, si je le dis bien, j'espère. Il a été raconté par Iona Peleatai et illustré par Marie Surducamp. Alors oui, effectivement, je ne suis pas... c'est assez sombre parfois, c'est un conte, c'est le merveilleux, c'est la terre qui est dans... Toujours, les méchants, les bons, les méchants. Mais c'est un folklore que je ne connaissais pas. Je le trouve intéressant. Je le trouve, tout part de l'histoire d'un arbre aux pommes d'or et d'un oiseau. C'est une série qui est chez Les Aventuriers, d'ailleurs c'est chez Grand Angle. C'est une série qui est hyper intéressante de par le folklore des différents pays que moi je ne connais pas. Il y en a eu d'autres aussi. Moi c'est mon premier je crois. Alors, je sais pas, je ne peux pas vous dire les autres, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Celui-ci, oui, j'ai aimé le folklore. J'ai aimé le folklore de la Roumanie, j'ai aimé le folklore de cette histoire, de ce conte qui nous est raconté. J'ai moins adhéré au niveau du graphisme.
Après, maintenant, c'est peut-être représentatif de ce qui se fait en Roumanie au niveau des contes. Mais, ouais, moi, j'ai pas... C'est trop marqué, trop caricatural, trop... des traits trop abrupts. Et après, La fille du puisatier, c'est plus compliqué. Mais je le conseille parce que, malgré tout, parce que je trouve l'histoire intéressante. Je vous parlerai tout à l'heure du déluge, parce que là, j'ai quelque chose à aller voir. Le challenge italien a commencé, je dois lire La vie parfaite, enfin c'est moi qui me suis dit qu'il fallait que je lise La vie parfaite, donc je le fais avec, je le lis en LC avec Nathalie. J'ai pas commencé, elle non plus. Je termine de lire c'est un sonatine et c'est, je vous le dirai tout à l'heure. Je vous le dirai tout à l'heure ou demain parce que je voudrais en parler, comme ça j'en aurai fini. J'ai le déluge dont je vous parlerai aussi tout à l'heure. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça ce sera fait tout de suite, mes réceptions donc de ma dernière vidéo. Vous les avez vues depuis ma dernière vidéo. J'ai eu d'autres bouquins. Des bouquins que j'ai achetés et des bouquins que j'ai reçus. J'arrive. Donc j'ai reçu et j'ai adoré. Enfin j'ai adoré, je ne l'ai pas encore lu mais j'ai adoré le premier. C'est chez Doki et c'est, ça va être compliqué pour moi de vous dire. Donc je vous laisse lire. C'est un super manga. C'est le deuxième tome, j'avais adoré le premier et j'ai très hâte de le lire. Je le lirai cette semaine. Je le lis cette semaine celui-ci. J'ai eu du livre de poche Les dernières pages de Robert Godard. J'ai eu aussi, alors quand je reçois quelque chose, la plupart du temps c'est moi qui l'ai demandé. On me demande parfois s'il y a des choses qui m'intéressent, mais là c'est ce que j'ai demandé et ce que j'ai reçu. J'ai reçu du livre de poche Soleil sombre. J'ai reçu, j'avais assisté à la rentrée littéraire de l'Iconoclaste. J'avais pas eu, où le colis s'était perdu. J'ai eu donc Célèbre de Maud Ventura. Il m'intéressait, sachant que mon mari, j'ai pas adhéré, mais on sait jamais. Toujours lire une deuxième fois pour voir. Donc j'ai celui-ci. J'ai Alice Develay, Tombée du ciel, également de chez Iconoclaste, qui m'intéressait. Elle a 14 ans. Quand elle est internée dans un hôpital, elle découvre un autre langage, un autre monde fait de blouses blanches et d'insomnie. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est une jeune fille qui, si mes souvenirs sont bons, est anorexique et qui essaye de s'en sortir. Il m'intéresse énormément. J'ai demandé et j'ai reçu Après la brume de chez Dalva. J'avais adoré chez eux L'Enfant Rivière. C'était, pour moi, ça avait été une claque. Donc, j'ai hâte de le lire. Et j'ai reçu des éditions Seuil. Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres. Alors, c'est un court roman, donc je pense que je vais le lire assez vite. C'est entre les falaises des montagnes catalanes se cache ma Clavel. Dans cette maison reculée à l'aube, une femme âgée, exagérément âgée, entame son dernier jour. Et toutes les femmes nées et mortes entre ces murs sont là pour la veiller. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Et puis Après la brume, ça raconte sur cette île battue par les vents, où les falaises plongent dans la mer et où la lande court à perte de vue. C'est entre les femmes que tout s'organise. Les hommes, eux, travaillent en mer ou sur le continent. Pour tous, l'île reste un refuge magnétique et paisible. Pareil, je continue pas la suite, j'aime pas savoir le reste. Donc ces 3 livres, ouais, j'espère lire quand même assez rapidement. Il y a aussi celui-ci, Michael Cunningham, Un jour d'avril.
J'ai vu deux, trois chroniques qui me plaisaient, notamment celle de Jean-Marc JMDE, je ne sais plus. Faudrait que je regarde. C'est 5 avril 1919, dans une maison de Brooklyn. Le vernis du bonheur familial se fissure. Dan et Isabelle s'éloignent peu à peu, mais trouvent refuge auprès de Robbie, le jeune frère d'Isabelle. Robbie, qui habite toujours dans le grenier et vit par procuration, à travers un avatar glamour en ligne. Il y a aussi Nathan, 10 ans, et sa sœur Violette, 5 ans, qui tentent de ne pas remarquer le fossé qui se creuse entre leurs parents. Je ne lis pas la suite. On est en 2019, ensuite 2020 et ensuite 2021. J'ai envie de le découvrir fortement et je me suis acheté Blackwater 2. J'ai le 1, je ne le lis pas tout de suite, mais je me suis acheté, ainsi que Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, que je ne vais pas lire tout de suite. J'attends que la vague passe et je le lirai après. C'est pareil pour Blackwater, je ne l'ai pas lu, j'ai lu aucun des bouquins. Et j'ai attendu que la vague se passe. Parce que j'aime bien attendre et j'aime pas... Parfois, j'aime pas être dans la vague, j'aime bien être à côté. Quand j'en entends trop, ça ne me va pas. Donc voilà, pour les réceptions, aujourd'hui, j'en sais rien. Parce que la boîte aux lettres, j'y vais pas. Et ça sera pas avant... On est quel jour? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pas avant vendredi. Mais bon, c'est pas grave. Je vous reprends peut-être aujourd'hui, en fin de journée. Parce que j'aimerais terminer absolument mon bouquin sur NetGalley. Et je vous en dirai plus peut-être. Je vous parlerai tout au moins déjà du déluge. Mais non, je vous en dirai plus aussi pour le bouquin que je suis en train de lire. David Joy. Voilà, ça y est, David Joy. Le titre, je ne sais plus, mais c'est David Joy. Je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Salut, on est mercredi 1, 2, 3. Mercredi 4. Mercredi 4 septembre. Je viens vous parler, je devais revenir hier ou avant-hier, je ne sais plus, trop de boulot, trop de choses à faire. Et puis, je voulais absolument terminer le bouquin de... David Joy, que j'ai beaucoup aimé, et puis j'ai fait la chronique et tout, donc pas eu le temps de revenir ici, c'est pas grave. Je viens ici vous parler du déluge de Stephen Markley. Dès la fin du premier chapitre, on sait qu'on est dans l'urgence, très vite on ressent la tension, on a le cœur qui palpite. C'est presque un arrêt du cœur, on sent que les catastrophes sont imminentes, elles sont là. Elles sont, ça fait 50 ans qu'il y a des lanceurs d'alerte, ça fait 50 ans que l'on dit que notre monde va mal, que notre écosystème est complètement détraqué, que l'écologie est urgente. Le passé d'hier et celui d'aujourd'hui et notre avenir est plus que compromis, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants. On enchaîne les feux, les méga-feux, les sécheresses. L'eau se raréfie, il y a des déplacements humains et des déplacements des réfugiés climatiques. Et puis, il y a des tensions dans les pays. Le fascisme remonte. Il y a des éco-terroristes. On est vraiment dans un monde qui file vers la fin, vers le chaos, enfin, c'est catastrophique et c'est cataclysmique. Ce livre, il est totalement glaçant. Ça fait des années que les pays subissent des drames climatiques et les gouvernements ne réagissent pas parce qu'il y a aussi des lobbyistes, parce que l'on ne veut pas voir, parce que l'important, c'est l'argent. Et mis bout à bout, bon, en fait, nous, ce que l'on fait pour la planète, c'est rien du tout par rapport à ce que l'on devrait faire. Alors, est-ce que la solution est de devenir éco-terroriste? C'est la grande question. Est-ce qu'il faut aller dans l'extrême pour se faire entendre?
Et les déplacements des populations dus à l'écologie, dus à la planète qui prend feu, fait naître des fanatiques religieux, des factions ethniques, des extrêmes qui finissent par polluer notre planète. Il suffit de voir un peu ce qui se passe dans certains États des États-Unis. Il suffit de regarder nous en Italie, de regarder un peu dans les pays du Nord ce qui se passe aussi, et dans les pays européens. Et en fait, on est dans le déluge, c'est plus, enfin, c'est l'agonie de notre monde, c'est une grande fresque socio-géopolitico, enfin, c'est une grande fresque écologique, mais pas seulement, elle est sociologique, elle est politique, climatique. En fait, c'est un ensemble de tout. On a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de personnages et il faut rester focus. En même temps, je dirais que c'est un roman polyphonique, donc on apprend à connaître les personnages, leurs divergences aussi multiples, mais ils vont s'allier, ils vont s'opposer, et c'est une bataille qui est à mener pour que la planète survive. Et Stephen Markley, il donne aussi pas des solutions, mais pour éviter d'aller droit dans le mur, parce qu'on va droit dans le mur, il y a des choses à mettre en place. Mais les choses, c'est aussi les gouvernements, ce sont les pays tous ensemble. Pour l'instant, il n'y a aucun pays qui met l'écologie en premier dans son programme de lutte. C'est un roman dense, complexe. Alors moi, malgré qu'il y ait alors 1100 pages, c'est long. Alors parfois j'y ai un peu trouvé c'est un peu inégal au niveau de l'écriture. Parfois ça m'a paru long, mais en fait c'est un roman qui tabasse et qui est d'un réalisme criant, et c'est un livre totalement pertinent et puis magistral, et il est à lire, même si vous y allez doucement, mais il faut y aller. Et moi je dirais, ai-je foi en l'humanité? Non, pas du tout. Si on me connaît, on connaît la réponse. Donc Stephen Markley, Le Déluge, chez Terre d'Amérique, chez Albin Michel. Il est sorti en août, le 22 août ou le 21, je ne sais plus. C'est un livre à lire, c'est un livre... alors c'est sûr, hein, vous n'allez pas sortir de là... On n'en sort pas indemne quand même. Parce que c'est... parce qu'on sait. Mais là, on est vraiment mis devant le fait accompli, et il y a vraiment, vraiment urgence, et pour nos enfants, et puis c'est pas notre terre, on l'emprunte à nos enfants, et je ne sais pas du tout ce qu'on va leur laisser. Stephen Markley, Le Déluge, c'est un roman très fort. Un roman également qui est fort, alors je cherche son... parce que je ne l'ai pas, je l'ai lu sur NetGalley. Donc, c'est David Joy, Les Deux Visages du Monde, chez NetGalley, chez Sonatine. Et moi, je l'ai lu chez NetGalley, donc Les Deux Visages du Monde. C'est l'histoire de Toya qui a 24 ans. C'est une gamine, enfin une gamine, ouais, par rapport à moi, c'est une gamine qui est lumineuse, qui est joyeuse, qui est intelligente. C'est une artiste. Elle termine, donc elle a un projet, elle vient l'été chez sa grand-mère pour finaliser son projet de fin d'études. Pardon. Elle passe beaucoup de temps à la bibliothèque, elle passe beaucoup de temps à étudier les archives, elle découvre les photos de ses aïeux. Ces aïeux qui étaient qui sont
des Noirs américains. C'est une Noire américaine. Toya, de par son art, elle va travailler sur les émotions, sur le visage, les expressions et les émotions qui sont transmises de génération en génération. Il y a la force intérieure des femmes de cette époque qui ne pouvaient pas forcément s'exprimer et qui baissaient les yeux devant l'homme blanc suprémaciste. Et, par contre, elle, c'est une jeune femme qui est actuelle, qui ne baissera pas les yeux, qui a une force intérieure qui explose. Elle explose sa colère, elle explose de ce regard intense qui vous brûle, elle explose de son savoir, de ses convictions. Et c'est une jeune femme qui est engagée pour sa communauté, pour les personnes de couleur, pour les femmes de sa famille. C'est une jeune femme qui lutte contre les discriminations. Et elle est frondeuse et elle a décidé, elle a l'arrogance de son jeune âge, donc elle ne se fait pas que des copains. Elle se met pas mal de monde à dos. Elle s'oppose, elle veut faire bouger les choses, elle veut faire bouger cette communauté où le racisme est toujours présent et où l'homme blanc se pense toujours suprémaciste, où pour eux, même s'ils sont entourés de noirs américains, honorer une statue des confédérés est chose normale, et Toya, elle, ne le supporte plus. Parce que pour cette statue, on a détruit une église des Noirs américains. Pour cette statue, eh ben, on ne leur a rien demandé. Et elle va donner un coup de pied dans cette fourmilière. Elle va employer son art à mener ses actions, à montrer que les Noirs américains ont toujours et encore aujourd'hui subi le racisme, et l'art pour Toya devient un instrument de lutte. Elle espère que c'est un instrument de transformation sociale. Elle veut bousculer les mentalités. Elle impacte et elle dénonce. Dans le même temps, arrive en ville un homme plutôt sale, plutôt cradingue. Il arrive en voiture, il vit dans sa voiture, il y a une tonne de fringues, il se fait arrêter par la police du shérif et il trouve dans son coffre j'allais dire un déguisement, mais non. Et il découvre dans son coffre qui fait partie comment ça s'appelle, une tunique et puis le chapeau du Ku Klux Klan, dur à dire. Et ces policiers trouvent aussi dans ce véhicule un petit carnet avec des noms de notables de Silva. Donc c'est en Caroline du Sud. Donc ils trouvent un petit carnet. Et ce carnet, il y a plein de noms. Ce carnet, ils le laissent dans cette voiture. Donc ils emmènent cet homme. Et quand Ernie, un des deux policiers qui ont arrêté cet homme, veut aller récupérer ce carnet a disparu. Et puis, donc c'est deux choses qui arrivent en même temps, et il va se passer deux drames. Et ça va être Toya, elle a le mille-feu, ses actions dérangent, la ville est scindée en deux, et il va se passer deux choses. Et il y a une inspectrice donc Léa Ouli, Green, qui vient et pour enquêter sur une affaire. Et le shérif Coggins, qui connaît la famille de Toya, va enquêter sur une autre affaire. Et les deux visages du monde vont se percuter, et c'est hyper violent.
c'est des mensonges qui vont être mis à jour, c'est l'oubli des politiques, c'est la pauvreté, c'est les communautés que, bah ouais, que l'on oublie, que l'on marginalise, et on a créé des ghettos, et on a créé des tensions, et on a surtout créé des chaos. L'embrasement remonte jusqu'au plus haut des strates de la société. C'est un roman noir sur l'héritage des Nord-Américains, l'héritage qui coule dans nos veines, ce que l'on veut, ce que l'on a aussi inventé, et puis ce qu'on... Ouais, la bonne conscience que l'on se donne, ce que l'on ne veut pas voir, et c'est tellement plus facile de ne pas voir, de fermer les yeux, de faire comme si. Et pour Toya, faire comme si n'est plus d'actualité. Il faut se battre pour ce que l'on est. Il faut regarder les autres en étant noir américain. Il faut arrêter de baisser les yeux. Il faut se battre pour son héritage. On sent l'auteur, on sent qu'il est un peu désabusé par l'oubli des politiques pour ces patelins qui sont un peu excentrés de New York, etc. On sent... moi, pour en avoir lu plusieurs de l'auteur, moi je trouve que sa narration est précise et que c'est beaucoup plus abouti que les précédents. On sent, ouais, que la dimension humaine, elle est hyper importante dans son récit, que c'est en même temps hyper touchant, que c'est tout en émotion, et on sent la tristesse de ce peu de compassion que l'on a envers ceux qui sont parqués, ceux qui sont oubliés en fait. Et je trouve qu'il a aussi mis l'accent sur la psychologie des personnages. J'ai adoré Vess, qui est la grand-mère de Toya, Vess qui est forte à l'intérieur, Vess qui a cette qui est résiliente, qui est touchante, qui a cette liberté en elle, et c'est une femme qui, quoi qu'on puisse croire, qui se bat, et c'est tout en introspection aussi. Moi, je l'ai trouvé, les deux visages du monde, pour moi, c'est comme un uppercut. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Voilà, je crois que j'en ai dit assez, hein. Ça doit faire plus d'une demi-heure avec tout ce que je vous ai proposé. Je vais mettre en place, et je le poste sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous propose la prochaine fois une petite palle, parce que je vais prendre un peu de large, et je vais prendre une petite palle de bouquins, 4-5, pas plus. D'habitude j'en prends 15, là je vais prendre 4-5, je vais prendre ma tablette, et puis enfin ma Kobo, et puis ça ira très bien. J'ai des bouquins sur NetGalley qu'il faut que je lise. Je vais prendre un peu de rentrée littéraire d'août septembre, des livres de septembre, et puis un livre de ma palle, et surtout un livre du challenge auteur italien. Donc voilà, je vous laisse, je suis hyper fatiguée, hyper éclatée. J'espère que vous allez bien. J'ai pas eu la rentrée, mais c'est comme si. Je vous dis à bientôt, et ciao.